Hello, c'est Valentin. Deux petites choses rapides avant de commencer cet épisode. La première pour t'informer que nous organisons désormais des lives tous les dimanches soirs avec des petits jeux, des quiz et des cadeaux à faire gagner. Le tout dans une ambiance détente. Alors si t'as le temps, n'hésite pas à passer une petite tête sur notre chaîne Twitch ou YouTube. Deuxième chose, l'Euro 2024 arrive et dans l'objectif de se développer financièrement, 11e art est à la recherche d'un partenaire qui pourrait nous accompagner tout au long de la compétition. Si tu connais quelqu'un qui connaît quelqu'un qui connaît quelqu'un qui bosse dans une boîte qui serait intéressé, n'hésite surtout pas à nous envoyer son contact ou à transmettre nos coordonnées ou nos réseaux sociaux sur lesquels nous répondons très rapidement. Et enfin, pense à t'abonner, à liker et à activer les petites cloches pour être informé des nouveaux épisodes. Très bon épisode à toi! Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Avec Desi. Vous en avez l'habitude, notre format uchronique sur lequel nous revenons sur un épisode de l'histoire du football pour le retravailler d'une nouvelle façon avec des histoires qui pourraient être complètement fausses, mais comme elles pourraient être aussi complètement vraies. Pour m'accompagner aujourd'hui dans ce nouvel épisode d'Avec Desi, je suis avec l'ami Tom. Tom, comment ça va? Ça va très bien. Écoute, on revient sur un incident assez notable dans l'histoire de l'équipe de France, surtout espoir plus que la A, on va le voir aujourd'hui. Et à l'heure où Titi Henry se prépare pour les JO, on va pouvoir revenir sur un peu pas les 10 dernières années, mais en tout cas un épisode qui date de 10 ans des espoirs qui nous a bien marqué. Ouais, exactement. Bah, tu l'as un petit peu annoncé, Tom. Notre sujet du jour, et si l'équipe de France, les joueurs de l'équipe de France Espoir n'étaient pas sortis en boîte de nuit? Je ne sais pas si vous vous rappelez de cet événement-là, il y a une dizaine d'années, une bonne douzaine d'années maintenant, quand certains joueurs de l'équipe de France s'étaient échappés de leur centre d'entraînement au Havre pour aller faire la teuf sur les Champs-Élysées. Je vais évidemment, pour ceux qui ne se souviennent pas de cet événement-là, vous recontextualiser ça dans quelques secondes avant qu'on bascule évidemment dans notre format uchronique et imaginer un tout autre destin à ces joueurs et à cette histoire-là. Mais donc avant ça, je me permets de me faire une petite recontextualisation des faits à cette époque. Donc nous sommes en 2012, l'équipe de France sort tout juste la tête de l'eau. Après une finale de Coupe du Monde 2006 perdue face à l'Italie, les Bleus de Raymond Domenech ont sombré. D'abord à l'Euro 2008 avec des défaites cinglantes face à l'Italie et aux Pays-Bas, puis à la Coupe du Monde 2010 où laquelle l'équipe de France a piteusement échoué dans une poule composée du Mexique, de l'Uruguay et de l'Afrique du Sud. Et c'est en plus de ça humilié en mondiovisant, en refusant de s'entraîner et en simulant une grève dans un bus. Roselyne Bachelot qualifie alors les joueurs de l'équipe de France des racailles millionnaires, elle qui était à l'époque ministre de la Culture. Raymond Domenech a ensuite laissé sa place à Laurent Blanc, qui aura redonné un peu de baume au cœur à cette équipe en la qualifiant pour l'Euro 2012, avant de l'emmener jusqu'en quart face à une Espagne indétrônable. Mais les polémiques ne se sont pas arrêtées là. La très talentueuse génération 87 prend le relais mais ne convainc pas en dehors du terrain. Ben Arfa et Benzema sont impliqués dans l'affaire Zaya, tout comme Franck Ribéry et Sidney Govou. Samir Nasri s'en prend à des journalistes en leur demandant de fermer leur gueule, et Mvila refuse de serrer la main de son coach. Didier Deschamps débarque alors à la 3F dans le but de redresser le bateau bleu et restructurer la fédération. Les premiers résultats sont plutôt positifs, 2 victoires, 2 nuls et une défaite lors des 5 premiers matchs. En parallèle, l'équipe de France Espoir, entraînée par un certain Eric Montbart, a terminé première de son groupe de qualification pour l'Euro Espoir qui a lieu l'été suivant en Israël. Les 8 premiers de chaque groupe et les 6 meilleurs deuxièmes s'affrontent alors dans un match aller-retour pour déterminer les autres qualifiés, avec Israël donc, pour la phase finale de la compétition où s'opposeront les 8 derniers qualifiés. Les matchs ont lieu en octobre et la France hérite de la Norvège. Les espoirs bénéficient cette année-là encore d'une génération très talentueuse. Beaucoup porteront d'ailleurs le maillot des A dans leur carrière. Mangala, Varane, Grenier, Mvila, Cabella, Ben Yedder, Griezmann et encore Lacazette. Au match aller au Havre, les Bleus s'imposent 1-0 grâce à un but de Raphaël Varane sur un corner joué à 2. Mais 4 jours plus tard, les Bleus vont complètement déchanter et s'incliner 5-3 malgré quelques espoirs en fin de match suite à 2 buts de Griezmann et Lacazette. Le résultat est terrible, les Bleus n'iront pas à l'Euro, une nouvelle désillusion. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. 2 jours après l'élimination, le journal L'équipe nous apprend que 5 joueurs de l'équipe de France auraient effectué une virée dans une boîte de nuit parisienne au lendemain de la victoire du match aller. D'après plusieurs photos trouvées sur Facebook, 5 joueurs auraient pris un taxi au Havre pour assister à une soirée en boîte sur les Champs-Élysées. Les 5 joueurs sont Yann Mvila, Antoine Griezmann, Chris Mavinga, Mbaye Niang et Wissam Ben Yedder.
Alors, au tour de soirée, les Bleus doivent s'expliquer devant le staff d'Eric Mombars qui ne les sanctionnera pas. Mais lorsque l'affaire éclate dans les médias, tout prend une autre tournure. Yann M'Vila, véritable espoir du foot français à l'époque et seul joueur à avoir déjà joué avec l'équipe de France A, devient la cible principale des médias. Et quelques semaines après, les sanctions tombent. Mavinga, Griezmann, Nyang et Ben Yedder sont suspendus 14 mois de sélection. Et Yann M'Vila, présenté comme l'instigateur de la soirée et probablement aussi victime d'un délit de sale gueule, est suspendu 19 mois, l'empêchant d'ores et déjà de participer à la prochaine Coupe du Monde au Brésil. Il ne reverra d'ailleurs plus jamais les couleurs de l'équipe de France. Cette histoire provoqua donc un tollé médiatique dans toute la France et eut un impact sur la carrière de plusieurs joueurs. C'est la raison pour laquelle nous avons décidé de nous interroger aussi. Et si cette virée en boîte de nuit n'avait jamais eu lieu? Quelles conséquences pour le football français et quelles conséquences sur l'équipe de France? Voilà pour la petite contextualisation, pardon. Tom, est-ce que tu veux rajouter quelques éléments? Non, mais écoute, il y a plusieurs choses là-dedans. Évidemment, il y avait un groupe assez talentueux. Tu as parlé de quelques noms là-dedans. Faut rajouter à ça des joueurs qui sont appelés à ce moment-là parce que c'est compliqué de retrouver le groupe entier spécifiquement de ce jour-là. Mais bon, Izima Mirin, il a peut-être pas fait une grande carrière, mais les Yacine Brahimi, Stambouli, Guida Fofana, Ferry, Sidibé, Kurzawa, tout ça, ils ont eu des carrières déjà internationales, même si courtes pour certaines, et surtout voilà, des carrières assez solides en Ligue 1 et à l'international. Donc c'est un groupe qui déjà devait se qualifier ce jour-là, au-delà de la sortie nocturne. C'est un groupe qui devait aller loin avec Varane en capitaine, etc., avant qu'il devienne capitaine en équipe de France A. Il faut savoir que du coup Mavinga, il s'est expliqué avec RMC plus tard en 2018. Il dit qu'il y avait d'autres personnes, d'autres joueurs dans la chambre dans laquelle ils ont décidé cette grande sortie nocturne au Havre, hein, parce qu'ils se sont rendus compte qu'au Havre il y avait peut-être pas de grosse boîte de nuit pour célébrer une victoire, et que bah on n'aura jamais les noms, mais eux ont eu fait une grande carrière. Quand on pense que Lacazette, Varane et compagnie étaient peut-être là. Je vois mal Raphaël Varane se dire après une victoire 1-0 au match aller, on va aller fêter ça, vu le caractère qu'il a aujourd'hui. Donc voilà, faut bien qu'il y en ait quelques-uns qui se soient sortis du lot et aient pu faire une carrière. Les autres, bah, c'était aléatoire. On va pas dire, évidemment, tu as cité les 5 noms, il y en a quelques-uns qui sont encore à un très très bon niveau. Il y en a d'autres qui ont plutôt disparu et bien souffert de cet épisode-là. Ouais, clairement. Bah, justement, on va basculer dans notre partie un petit peu chronique et on va imaginer un peu d'autres destins de ce qui aurait pu se passer. On va commencer par un joueur qui est pourtant assez discret dans les médias, bah, surtout en ce moment, parce il a eu quelques petits problèmes avec la justice. Il est jugé, enfin, il a été mis en examen pour des affaires de viol, mais à l'époque, Wissam Ben Yedder est un joueur assez discret dans les médias et c'est assez surprenant d'ailleurs que son nom ressorte à ce moment-là dans cette virée. Est-ce que tu peux recontextualiser un peu qui est Wissam Ben Yedder à l'époque en 2012? Bah, 2012, il est en train de vraiment découvrir entre guillemets le monde professionnel. C'est un ancien joueur de futsal. Il a quand même fait une carrière avec l'équipe de France de futsal. Là, pour le coup, il a utilisé un petit peu toutes les carrières qu'il pouvait en équipe de France. Il est venu de la CFA et récemment, du coup, 2012, c'est ses premiers mois à Toulouse. Bon, il vient du coin, mais entre guillemets, il n'est pas fait le centre de formation, etc. Donc, il découvre vraiment le monde professionnel. Il est en pleine bourre entre 2012 et 2014, en tout cas avec Toulouse, avant de partir en 2016 à Séville et faire la carrière qu'on lui connaît. Mais bon, c'est l'attaquant de pointe d'une équipe de Ligue 1 qui va pas très très fort. On se souvient de ces années-là un peu compliquées. Mais lui est très talentueux. Voilà. Moi, on parle de quelques semaines après l'incident, il marque un doublé, presque un triplé contre l'Olympique Lyonnais. Voilà, il est régulièrement cité dans les meilleurs attaquants de Ligue 1 sans pour autant être appelé régulièrement en équipe de France. On en parlera peut-être après, mais c'est vrai que à ce moment-là, en 2012, il est jeune, relativement jeune, parce qu'évidemment, il est encore appelé un espoir, mais c'est pas non plus la carrière hyper linéaire que connaîtront d'autres joueurs, et surtout, il n'a pas été dans la lumière tout de suite. C'est-à-dire qu'on parlera après de Mbaye Niang, qui lui, à 17 ans, était annoncé comme le grand espoir, alors que Ben Yedder, lui, pour le coup, a dû se faire son petit bonhomme de chemin, un peu comme un Vardy ou autre joueur qui vient du monde amateur avant d'arriver au professionnel. Tu aurais imaginé du coup un autre destin pour Ben Yedder, toi?
Je suis partagé. Est-ce que Alors, tu penses que justement cet événement, cette sortie en boîte a eu un impact sur sa carrière? bon, bah déjà, il y a quelques trucs en relation surtout avec le DF. Moi, je pense qu'en club, je suis pas sûr qu'il pouvait faire beaucoup mieux. Il a fait plutôt une bonne carrière à Séville où il a pu jouer la Coupe d'Europe, etc. C'est à partir de ce moment-là qu'il commence à être sélectionné. Sa première sélection, c'est en 2018. Il était déjà dans le groupe réserviste. Il est dans le groupe réserviste quelques mois plus tard pour le Mondial 2018, mais surtout, il commence à jouer être régulièrement sélectionné à partir de 2021. Il n'est pas pris pour l'Euro, mais il fait partie du groupe qui gagne la Nations League. Tout ça pour dire que, en tout cas, sa carrière en équipe de France, Il est à l'Euro, hein, il est à l'Euro 2021. il est, Il est dans les non, mais c'est 26. ça ce que je dis, c'est qu'il est à l'Euro, mais du coup, il joue pas. Il est sur le Ah oui. banc contre l'Allemagne et il est en tribune sur les 2 autres matchs. Donc en fait, il est pas hyper régulier, c'est pas le joueur avec le plus de sélections non plus. Où ça change peut-être, c'est peut-être qu'il joue plus avant 2018. Lui, il parle évidemment, on lui a posé la question après l'Euro 2016, qui méritait plus sa place ou pas que Alex Lacazette, qui lui pour le coup est sélectionné régulièrement sans être pris. Ben Yedder, il dit que lui, il est pas sélectionné parce qu'il joue dans, entre guillemets, un plus petit club et que Lacazette a l'avantage de jouer en Coupe d'Europe sur cette période-là. Mais est-ce que Ben Yedder aurait été sélectionné plus souvent s'il n'y avait pas eu cet incident-là? Je suis pas sûr. Vu la carrière d'un Griezmann, par exemple, en fait, il suffit juste que d'être régulier en club pour être sélectionné à ce moment-là avec Deschamps. C'est peut-être moins le cas aujourd'hui, mais je suis pas sûr que c'est une grande incidence pour lui. Moi, je vais revenir plutôt à l'époque de l'événement. Ouais. Je pense que je vais partir du principe que sans cette virée en boîte, l'équipe de France se serait qualifiée, aurait battu la Norvège, enfin n'aurait pas perdu en Norvège, se serait qualifiée et aurait donc participé à l'Euro Espoir. Je pense que pour un joueur qui fait une première saison en carrière, notamment une saison à 15 buts dans un club moyen enfin dans un club moyen de Ligue 1, ouais, c'est déjà hyper prometteur et je pense que la possibilité de jouer l'Euro Espoir qui plus est peut-être en tant que titulaire, aurait été une véritable vitrine pour Ben Yedder et lui aurait peut-être permis de partir de Toulouse un petit peu plus tôt, voire peut-être même dès la première saison, parce qu'on sait que la visibilité d'un Eurosport est assez importante. Il y a beaucoup de scouts qui De plus vont... en plus, mais ouais, Ouais, ouais. déjà à l'époque. Déjà à l'époque, il y a beaucoup de scouts qui vont voir sur place les futurs talents. Et je pense qu'un Ben Yedder titulaire en phase finale d'Euro Espoir, après une saison à 15 buts, lui aurait peut-être permis de dégoter un transfert dès ce mercato-là. Typiquement, tu vois, je pense à une équipe comme le Borussia Dortmund qui à l'époque est composée. Lewandowski est encore là, c'est la saison juste, enfin, donc là ce serait le mercato 2013, la saison où ils sortent de leur finale de Ligue des Champions. Et Lewandowski reste cette année-là, il parle l'année suivante. Lewandowski reste cette année-là, mais Götze s'en va et on sait que Jürgen Klopp est encore là et que c'est vraiment le joueur de profil qu'aime bien Jürgen Klopp, les joueurs assez techniques. À l'époque, on sait qu'il y a des joueurs comme Kagawa, comme Götze, comme Reus qui viennent composer l'effectif et qui gagnent avec Jürgen Klopp. Typiquement, Ben Yedder, alors je te dis pas qu'il serait imposé à Dortmund directement, mais ça aurait pu devenir un vrai joueur d'effectif, un joueur qui rentre régulièrement, qui vient remplacer Lewandowski, qui vient remplacer des joueurs comme Reus. On sait qu'il a cette intelligence de jeu déjà à cette époque, notamment grâce à son expérience du futsal, qui lui permettent de s'adapter aussi à des postes un petit peu différents. Donc voilà, moi c'est un joueur, je pense qu'il aurait pu aller chercher un grand club européen beaucoup plus rapidement plutôt que d'attendre 3 ans, parce que si je dis pas de bêtises, il part en 2016. Ouais, c'est Séville. Plutôt que d'attendre 3 ans là-bas. Peut-être Voilà, qu'il part plus tôt, du coup, à peut-être qu'il Séville. part plus tôt et peut-être que du coup sa carrière décolle plus tôt et peut-être qu'il a accès à d'autres clubs plus huppés plus rapidement. Voilà, moi je Peut-être, mais pense je suis pas sûr que en équipe de France, en tout cas, ça change pas grand-chose, en tout cas, je trouve, parce que versus la non, non, compétition non. qu'il avait. Non, non, bah typiquement, autre chose, en fait, moi je pense que cet incident aurait pu avoir une autre importance. On sait que Ben Yedder a des origines tunisiennes et à ce moment-là, il se fait pas mal draguer, notamment par Ouais. la sélection tunisienne. Peut-être que, alors c'est paradoxal de dire ça, mais peut-être que cet événement, du coup ça n'a pas été le cas, mais peut-être que cet événement aurait pu l'inciter à aller en sélection tunisienne et peut-être qu'il aurait eu une bien meilleure carrière en sélection qu'aujourd'hui. Hein. Si tu le disais, il a que 19 sélections aujourd'hui, 3 buts, il a alors il y a dont 2 contre Ballon d'Or. Voilà, il y a cette Nations League, etc. Mais c'est assez.
tu l'as bien résumé, c'est un peu une frustration plutôt qu'autre chose, la carrière en sélection de Ben Yedder. Peut-être que s'il choisit la sélection tunisienne, peut-être que la Tunisie fait de meilleures performances aux Coupes du Monde 2018, si je dis pas de bêtises, ils sont là. Hein. Voilà, il y a plein de what if à imaginer là-dessus, mais je pense que en tout cas, ça se joue plus au niveau de sa carrière en club. Peut-être avec la visibilité de cet Euro Esport, il aurait probablement eu une meilleure carrière à ce niveau-là. Non, bah, du coup, il y a 2 versions, entre guillemets. Il y a la version, tu penses que le sportif a un impact? Forcément. Et après, le médiatique aussi. Parce que moi, il y a certains joueurs que je trouve ont été plus impactés par le médiatique que par le sportif. Ah oui, bah ça on va y revenir après. Mais pour le coup, moi je pense que c'est plus l'aspect sportif qui a pêché sur Ben Yedder parce que sa suspension dure jusqu'en décembre 2013 et quand on arrive en décembre 2013, il y a aucun débat sur le fait de savoir si Ben Yedder pourrait être en équipe de France Non. normale. C'est Loïc Rémy, la principale concurrence en attaque. Voilà. À ce Oui, moment-là. mais Loïc Rémy était une bonne période de sa carrière Oui. à ce moment-là. Oui. Donc, Avant de partir pour mm, QPR, du coup, à ce moment-là. mm, Quelques ouais. semaines plus tard. Bah justement, peut-être qu'on peut basculer sur un joueur sur lequel il y a peut-être un petit peu moins d'impact sportif, qui est Antoine Griezmann, qui va avoir une carrière plutôt sympathique par la suite, malgré cette petite frasque. À ce moment-là, Griezmann, c'est un joueur qui est déjà confirmé à la Real Sociedad. Hein. C'est un mec qui est depuis allez, une bonne année et demie, un joueur important de la Real Sociedad. La saison précédente, il joue 37 matchs, il marque 7 buts. Pour un jeune joueur, c'est déjà assez impressionnant. Et du coup, la suspension, selon moi, va avoir comme impact il va pas y avoir un impact énorme, je pense. En fait, je pense que cette suspension va retarder son avènement en équipe de France, puisqu'il est sélectionné pour la première fois en mars 2014, donc juste avant la Coupe du Monde, Juste et après donc sa suspension. Ouais. juste après la fin de sa suspension, ouais, qui courait jusqu'en décembre 2013, enfin jusqu'au 31 décembre 2013 précisément. Donc voilà, peut-être qu'on aurait pu imaginer un Antoine Griezmann sélectionné, je sais pas, dès la tournée d'octobre ou dès la tournée de novembre 2013. Mais voilà, je suis pas sûr que ce soit plus préjudiciable que ça. Et en plus de ça, il en a pas tant pâti que ça médiatiquement parce que c'est toujours un joueur qui a été plutôt bien élevé, souriant, avenant avec les médias, etc. Donc une fois sa suspension purgée, en fait, les médias ne lui ont jamais vraiment tenu rigueur de ce truc-là. Bon, on va être honnête, en fait, moi, en réfléchissant aux 5 noms, parce que quand tu m'as lancé le nom de l'émission et ce qu'on allait faire, j'ai pas pensé tout de suite à Griezmann. Et en fait, je pense qu'il y en a beaucoup qui pensent, et moi y compris, que déjà, la suspension n'était pas aussi longue, et deuxièmement, qu'il avait participé au France-Ukraine. Je pense que tu demandes aux Français moyens, je pense que tout le monde dit, bah, Griezmann fait partie de cette génération-là qui s'est lancé avec le Mondial 2014, qui a pleuré avec l'Allemagne, etc., mais qui était là dès novembre 2013. Mais en fait, il n'est pas du tout là. Il n'est pas dans le groupe parce qu'il est encore suspendu. C'est plutôt Loïc Rémy, Payet, Valbuena et compagnie qui sont là. Donc, bon, bah, dans l'esprit public, entre guillemets, j'ai l'impression que Griezmann, on a un peu zappé cette sortie-là. Griezmann, je pense pas qu'il y a un énorme impact sur sa carrière internationale, ça c'est sûr. Et bah, en termes de club, bah, il fait le retourné contre l'Olympique Lyonnais 6 mois Bah, plus à vrai tard. dire, ouais. Moi, c'est ça qui m'intéresse, c'est qu'en fait, peut-être qu'on aurait même pu imaginer un Antoine Griezmann qui aurait été sélectionné. Cette année-là, il y avait eu une tournée en Amérique du Sud Ouais, en juin, catastrophique même, je me souviens. C'était ouais, pas terrible. un bourbier absolu. Tu vois, et imaginez, typiquement, c'est la première sélection, c'est la première convocation sur cette tournée en Amérique du Sud de Alexandre Lacazette De et Varane, je pense, non? je sais plus Varane, mais en tout cas d'Alexandre Lacazette. Et je sais que Alexandre Lacazette a porté le fardeau de cette sélection en Amérique du Sud pendant très longtemps. En gros, il n'est pas appelé directement, il est appelé suite à une blessure, sauf que c'est la fin de saison, lui est déjà en vacances. Et donc, je vais pas dire que c'est un boulet parce que c'est évidemment toujours plaisant de jouer en équipe de France, mais Lacazette débarque un petit peu à l'improviste en Amérique du Sud et à ce moment-là, Deschamps lui reproche énormément. Il va lui reprocher pendant très longtemps d'avoir été un petit peu laxiste dans son investissement Mmh. en équipe de France. Et Lacazette va le payer puisqu'il va pas être sélectionné pendant assez longtemps après. Deschamps va évidemment à un moment revenir sur sa décision et le resélectionner, même si ça n'aura pas duré très longtemps après. Non. Le Euh, joli but contre l'Allemagne à voilà, Saint-Étienne, mais en dehors de ça, la carrière de Lacazette en équipe de France, c'est quand même pas terrible. Même exactement. Martial a plus de sélections, t'imagines? Exactement. Et
Et tu vois, imaginez un Antoine Griezmann qui est sélectionné sur cette tournée-là en Amérique du Sud, s'il n'est pas suspendu pour cette frasque. C'est aussi peut-être un plan Bourbier qui pénaliserait Antoine Griezmann, d'autant plus que, euh, tu l'as mentionné, 2 mois plus tard, il y a ces tours préliminaires de Ligue des Champions entre Lyon et la Real Sociedad. Et là, c'est marrant parce que le comparatif entre Lacazette et Griezmann est terrible. C'est-à-dire qu'il y en a un qui arrive, il n'est pas complètement prêt physiquement. C'est même pas un mois, c'est un mois plus tard, c'est fin juillet, parce que c'est les tours préliminaires. Il y en a un qui est pas complètement prêt physiquement, c'est Alexandre Lacazette, parce qu'il a fait ce déplacement en Amérique du Ouais. Sud, qu'il a repris plus tard et que voilà, juste qu'il a repris plus tard et qu'il est pas prêt physiquement. Et à l'inverse, t'as un Antoine Griezmann qui lui a fait une préparation complète avec la Real Sociedad et qui arrive et qui fait une masterclass absolue où il met son ciseau à Gerland et où il éclate un petit peu aux yeux de la France. Du football entre guillemets parce qu'on l'a jamais vu jouer en France, on sait que c'est un gamin qui s'est fait recruter de pas mal de centres de formation, etc. Donc finalement, je me demande si cette tournée, si cette sortie en boîte, en plus ça se trouve la soirée était cool, n'est pas finalement peut-être une bonne chose pour Antoine Griezmann qui va débarquer en équipe de France, en tout cas sur sa carrière en équipe de France, qui va débarquer en équipe de France quasiment au meilleur moment, c'est-à-dire 3 mois avant la Coupe du Monde, et en plus va être performant dans un match face aux Pays-Bas. Donc, Est-ce que c'est pas ça le plus gros motif? Est-ce que la soirée était cool? Ça, c'est plutôt ça. bah c'est ça, c'est ça, c'est Non, ça. et l'autre motif, c'est du coup la tournée en Amérique du Sud. Est-ce qu'il devient pas évangéliste uruguayen 6 mois plus Ouais, tôt, quoi? c'est vrai, c'est vrai qu'il a toujours eu son rapport à l'Uruguay qui est Avec Jiménez, un petit peu sorti de nulle l'Atlético, six part. mois Ouais. plus tard, quoi. Ouais. Ouais, le mec qui boit du maté, il a des copains uruguayens, donc désormais il est uruguayen dans sa tête, c'est fou quoi. Ouais, mais il s'est même excusé après avoir marqué contre l'Uruguay. C'est quand même, Ouais, c'est vrai, c'est c'est vrai, fou. c'est vrai. Le mec a 14 000 nationalités, ça me rappelle quelqu'un, tiens, je sais pas Non, c'est qui. pas moi. Bon, passons sur un autre joueur, parce que je pense qu'on n'a pas grand chose d'autre à rajouter Non, sur Antoine longue Griezmann. vie à Grisou. Ouais. Mbanyang, veux-tu Ah me oui, là, parler bah de alors là, Mbanyang? c'est pas le même profil. Vas-y, je te laisse partir sur Mbanyang. Alors, Eben Nyang, bon bah écoute, pour ceux qui le connaissent, c'est probablement grâce à ses frasques. C'est un joueur qui me rappelle énormément Balotelli, avec une carrière régulière en Italie, mais qui a été très mal. Je sais pas si c'est une mauvaise influence ou si le caractère va avec, mais en tout cas, il y a eu des frasques un peu partout. Je pense pas qu'il s'est fait exploser des feux d'artifice dans sa chambre comme Ballot, mais je pense qu'il aurait pu. Il a fait Il a fait autre éclater chose. les Lamborghini et compagnie, ça aussi. À ce moment-là, il a 17 ans. 3 mois avant l'incident, il part de Caen, du coup, il est son club formateur, et il rejoint l'AC Milan et devient le deuxième plus jeune buteur de l'AC Milan, c'est quand même pas rien, en Ouais, il marquant sortait d'une bonne saison à Caen et en fait, c'est surtout il marque 5 buts pour une saison à seulement 17 ans, Ouais, ce qui marque et ce qui attire justement ouais, bah c'est un les attaquant faveurs de Milan. qui est assez dans le style début des années 2010, vraiment très grand, physique, assez technique. Franchement, après, Et assez rapide, ouais. aujourd'hui, peut-être on fera à la fin le boitif. Il aurait pu avoir une grande carrière. Je sais pas si c'est forcément l'incident qui change grand-chose, mais euh, sur ce moment-là, en tout cas, il annonce quelques mois avant sa première sélection en espoir, donc quelques semaines avant l'incident, que lui il veut absolument jouer pour l'équipe de France, et il saute 3 générations d'espoir. C'est-à-dire qu'il saute style les U18, U19 et U20 en une fois, parce qu'il dit moi je jouais pour l'équipe de France, parce il est au moins, je sais pas s'il est né, mais il a au moins des parents sénégalais, et qu'il y a de fortes chances qu'il joue pour eux. Donc le jour où il dit bon bah moi c'est l'équipe de France, c'est tout ce que je veux faire, bah là forcément Bompard il dit bon bah tout de suite je vais le prendre, et il faut qu'il soit un cadre. C'est pas un cadre tout de suite. On a parlé de Ben Yedder avant, qui était aussi plus régulier, mais à 17 ans, c'est l'un des joueurs les plus talentueux. C'est un gros prospect, ouais. Ouais, clairement. Et on pense aujourd'hui à ce qu'a pu avoir Warren Zaïre-Emery avec Thierry Henry. C'est un peu ça. C'est-à-dire qu'il arrivait un peu en boulet de canon, et que tout de suite, ça devait être le grand joueur. Bon, bah, il est suspendu du coup 2 ans et demi. Il fera une carrière. Un an, pardon. 14 mois, il est 14 suspendu. mois. Et il fera une carrière courte internationale avec le Sénégal à partir de 2017. Qu'est-ce que ça change pour lui, cet incident, en dehors de une sorte de... Je sais pas si ça déclenche quelque chose avec lui, en fait, parce que je me demande s'il n'y a pas déjà le caractère comme ça, où il est un peu dans la révolte tout le temps et qu'il s'entend pas avec ses managers, etc. Est-ce que l'incident déclenche forcément la suite d'incidents qu'il va avoir dans sa carrière?
Moi, je suis persuadé que ça ne changera absolument rien à la carrière d'Mbanyang, cet événement-là, et qu'au contraire, ça a peut-être conforté une image qui était déjà un petit peu, écorchée. Je me rappelle, je crois que c'était à Caen déjà à l'époque où il avait déjà été contrôlé, volant d'une Ferrari sans permis, à l'époque Ça, il a il jamais eu avait le que permis, j'ai 17 ans. l'impression. À chaque fois, c'était ça. Ouais, il a dû le perdre 1 ou 2 fois en fait, c'est ça le problème. Mais il avait déjà été contrôlé à cette époque-là et voilà et c'est un joueur ça a été un joueur assez talentueux mais ça a toujours été un joueur qui a été incarné aussi par son manque de professionnalisme. Alors il a eu par la suite aux alentours des années 2015-2016 pas mal de blessures qui l'ont en Ouais. plus Ça me rappelle un peu freiné Djibril dans Cissé là-dessus, tu vois, aussi. ouais, mais c'est un peu qu'il a un peu freiné dans son ascension. Alors, mais je pense que c'est aussi la conséquence d'un manque de professionnalisme global. Il est arrivé à Milan, rapidement, il a été critiqué aussi parce que il n'était pas pleinement investi aux entraînements, alors qu'à l'époque, il arrive dans un Milan avec Ibra, Thiago Silva, etc. Non, pardon, c'est juste le moment où il part C'est juste peut-être. après, justement, en fait, il arrive dans un Milan qui est un peu en crise, qui n'a plus de Voilà. sous, et du coup, il se fait Et, entourer par voilà. Mexès et compagnie, quoi. Ouais, voilà, etc. À un moment où, justement, t'as des cadres qui partent et t'as besoin justement d'une certaine rigueur et d'un certain professionnalisme pour pouvoir gérer cette transition-là. Et en fait, lui est l'incarnation de tout ce qui manque aussi à ce moment-là au Milan, c'est-à-dire de la rigueur. Donc, il va avoir très rapidement des critiques à son encontre. Au bout d'un moment, il va revenir un petit peu après Ouais. il a eu 15 000 expériences en prêt, donc on va pas revenir sur la carrière d'Mbanyang exactement, mais en fait, cette sortie en boîte de nuit, c'est juste l'incarnation de la carrière de Mbanyang, Mm. mais à aucun moment ça n'a un impact particulier sur une potentielle progression ou quoi que ce soit. C'est vraiment un joueur qui juste a manqué de professionnalisme dans sa carrière et qui n'a jamais réussi à se mettre au niveau. Je veux pas Euh, attaquer le personnage parce que, évidemment, on le connaît pas, mais est-ce qu'on peut pas se dire qu'aussi, en anglais, c'est le bad apple, est-ce que c'est pas la mauvaise pomme dans un vestiaire et que du bah, coup, l'incident évite de l'intégrer en équipe de France A qui peut freiner un peu la progression de certains joueurs? je pense que la question de l'équipe de France A ne s'est jamais posée pour Non, mais même Mbanyang. en esport, tu vois, est-ce que s'il revient, alors, enfin, évidemment les esports, j'en parlerai sur la fin, mais la progression des esports a été très limitée pendant ces 10 dernières années, mais est-ce que du coup le garder en équipe de France Espoir, ça limite pas le développement de d'autres joueurs avec qui il embarque dans ses frasques, Non, quoi? moi, je pense que le sélectionner en équipe de France Espoir plutôt que de le plutôt de plutôt que pardon, je vais y arriver, plutôt que de le laisser faire ses gammes dans les équipes de France dans lesquelles il aurait dû être, donc les U18, les U19, etc., qui sont des faut bien comprendre que c'est quand même des périodes qui sont hyper importantes pour les gamins et être surclassé, c'est pas forcément une bonne Non, solution pour un joueur. c'est pour ça que j'ai peur pour Warren, hein, Typique, ça, typique, non, moi j'ai c'est pas pas peur le de même Warren parce caractère, que non, mais mais j'ai pas peur du tout parce que Warren il est encadré, et oui, oui, il est mais il y a d'autres joueurs cadré qui ont comme la souffert famille. de cette, Oui, oui, mais pour le coup, j'ai beaucoup moins d'inquiétude Ryan sur un joueur comme Cherki, ça. notamment. Mais typiquement M'Baye c'est typiquement le genre de joueur qui doit être encadré et qui doit faire ses gammes dans des sélections avec des joueurs avec lesquels peut-être il sera meilleur qu'eux, mais au moins il apprendra à prendre des coups, à prendre des, tu vois, ça fait partie de l'évolution d'un joueur et typiquement le sélectionner dans une équipe de France Espoir trop tôt, c'est pas forcément un cadeau pour un mec comme ça. Donc voilà, c'est peut-être là que se situe le what if. Aurait-il dû être en équipe de France Espoir aussitôt? Mais sinon sur le reste, Non, non. je Mais pense tu vois, en plus, tu parles justement des joueurs autour de lui, c'est qu'il aurait eu peut-être des joueurs de son âge au moins. Tu vois, il arrive à 17 ans ouais, c'est ça. versus un Lacazette qui a 21, qui est déjà cadre Bah, à c'est ce que je l'Olympique dis, hein. Lyonnais, c'est pas du tout la même chose. C'est-à-dire que tu as peut-être un truc de rejeté par le reste de l'effectif aussi, et que c'est peut-être sa façon de s'intégrer, de faire la soirée. Peut-être. On ne saura Je ne jamais, sais pas. mais On ne c'est saura jamais. Mais pour le motif, coup, hein, qu'est-ce que tu veux. Sur M'Baye, je pense qu'on est plutôt d'accord. Ouais, Avant de clôturer sur peut-être le plus gros what if de cet épisode, qui est évidemment Yann Villa, je propose qu'on parle de l'avant-dernier joueur qui est Chris Mavinga. Je te laisse y aller. ouais. Chris Mavinga, alors moi, c'est pas un joueur que j'ai vu énormément jouer, on aurait peut-être dû demander Bah, à Jules avant. personne, hein. Non, non, mais À part Jules, peut-être, hein. À part Jules peut-être. Mais de ce que j'ai pu lire, en tout cas, c'est un joueur vachement talentueux qui progresse un petit peu au PSG, mais qui trouve qu'il n'a pas assez de temps de jeu et qu'il n'est pas respecté par Paul Le Guen. Donc, un peu comme Pogba avec Sir Alex, il quitte l'académie du PSG pour aller à Liverpool en espérant trouver du temps de jeu. Il démarre avec la réserve, mais entre guillemets avec Rafa Benitez sur les derniers mois de 2010 et 2011, il a intégré pleinement l'effectif sans pour autant beaucoup jouer. Mais bon, il s'est entraîné avec Gérard et compagnie et ça l'a fait vachement progresser.
Mais pareil, au départ de Rafa Benitez, il se fait remettre en réserve par Roy Hodgson et il se barre à nouveau pour partir à Rennes, pour revenir en France. C'est pas fou à Rennes, même s'il joue un petit peu. C'est pas un grand cadre, mais il y a un espoir parce qu'en fait, depuis quelques années, on a Patrice Evra à gauche, Gaël Clichy un petit peu aussi. Donc on se dit peut-être que Mavinga peut être le futur de l'équipe de France. Il se développe Je pense que vachement. personne ne s'est dit ça. Hein. Non. Non, je pense que personne ne s'est vraiment jamais dit ça. Hein. On va être clair là-dessus. Ok. Je pense que Chris Mavinga a toujours été un joueur, peut-être un bon joueur de Ligue 1 à une époque, mais de là à ambitionner d'être sélectionné en équipe de France à un moment, je Je pense sais que pas, c'est... je pense qu'il y avait le truc du CV aussi, tu vas se dire, il est parti très jeune, un peu comme le Talek, de se dire, bon, Ouais, il est parti très jeune à Liverpool, donc peut-être qu'il a du talent et que l'accès au match était peut-être moindre. Je dis ça, c'est un exemple, mais et finalement, et en fait, il fera quand même Villa, il le suivra à Kazan et il continuera sa carrière en Turquie, puis d'autres prêts. moi je pense que c'est surtout un Et joueur. Toronto, quoi. Je pense que c'est surtout un joueur Qui se retrouve qui au a. mauvais endroit au mauvais moment, quoi. Tu vois, non, typiquement, on parlait de l'aspect sportif pour Ben Yedder tout à l'heure, comme quoi ce match lui aurait coûté sportivement. Je pense que typiquement, Chris Mavinga a payé médiatiquement cette, euh, cette, euh, cette escapade en boîte de nuit, parce que évidemment tout le monde lui est tombé sur la gueule à une époque où, bah évidemment, c'est encore un jeune joueur puisqu'il est en espoir, et surtout à une époque où il commence à un petit peu faire son trou en Ligue 1, et quand t'as tous les médias nationaux qui te tombent sur la gueule à ce moment-là, et que t'es pas forcément préparé à ça, et que t'es encore assez jeune et tout, et que t'es même pas confirmé dans ton équipe en club, bah forcément c'est compliqué à vivre émotionnellement, et je pense que c'est un joueur qui a dû payer littéralement médiatiquement cette affaire-là, et quand tu vois la suite de sa carrière quelques mois après, il joue enfin il joue moins dans les semaines qui suivent avec Rennes, forcément ça a un impact sur ses performances, et quelques mois après il s'exile au Rubin Kazan où on n'entend plus jamais parler de lui, bien qu'il revienne quelques mois plus tard en Ligue France. 1 à Reims via des prêts, mais tu sens qu'il y avait un besoin d'échapper aussi à toute cette torpeur médiatique à ce moment-là, quoi. Ouais. Donc je pense que c'est là-dessus que se joue la carrière de Chris Mavinga, qui aurait pu imaginer peut-être une meilleure carrière en Ligue 1, aller voir un club un petit peu plus haut, éventuellement jouer quelques compétitions européennes, ce qu'il a fait d'ailleurs, je pense, avec le Rubin Kazan. Mm. Bon, il a pas beaucoup Mais joué à Kazan, mais mais oui. peut-être qu'il aurait pu le faire avec une équipe de Ligue 1, ce qui aurait peut-être été mieux pour Ouais. lui aurait donné peut-être plus de visibilité. Clairement, Euh, il en parle dans l'interview avec RMC, c'est qu'il dit que il y a des joueurs qui ont fait les bons choix dans cette pièce-là, ont décidé de sortir. Lui, il ne l'a pas fait et que ça, il est assez honnête pour dire que ça a clairement impacté sa carrière à lui. Alors, il n'explique pas comment, mais il sait que il y a forcément des clubs qui ont été plus réticents à le prendre parce ouais, qu'il bah, n'avait bien pas sûr. le talent pour se dépasser et que médiatiquement, pendant ces années-là, même si on parle pas beaucoup de Chris Mavinga, mais forcément la première recherche que tu trouves sur Chris Mavinga aujourd'hui, c'est sa sortie en boîte. C'est Ouais, bien vraiment sûr, bien sur sûr. sa page Wikipédia, c'est le seul où c'est la plus grosse section de sa biographie, entre guillemets, cette sortie. Donc voilà, aujourd'hui, il est en MLS Pool. Voilà, il est en réserve de la MLS. Ouais, Ça c'est vaut ça. rien, quoi. Ça c'est un aspect qu'on n'a pas forcément évoqué aussi, l'impact sur les joueurs en termes de rigueur professionnelle. J'en ai parlé un peu sur Mbanyang, mais pour le coup, c'est de manière générale. Mais typiquement, un mec comme Ben Yedder, c'est ce que j'évoquais tout à l'heure aussi. Je pense que après une saison à 15 buts, quand tu as 21, 20 ans en Ligue 1, normalement, tu as quand même des clubs qui viennent te chercher. Surtout que la deuxième saison est bonne aussi, donc limite, même à la fin de la deuxième saison, ça aurait pu être le cas. Là, il est possible que ce genre de joueurs, typiquement Ben Yedder, typiquement Mavinga, aient payé leur sortie par rapport à la rigueur professionnelle. Je me rappelle par exemple, pour donner un autre exemple, de Tanguy Ndombele, au moment où il est sélectionné en équipe de France, quand il est à Lyon, où il est très très bon, etc. Il y a plusieurs scouts qui viennent le voir sur ses matchs en équipe de France et qui décident de laisser tomber le dossier Tanguy Ndombele parce que ils estiment qu'il n'est pas assez investi sur son échauffement pendant les matchs. C'est dire, en fait, à quel point le niveau de professionnalisme de certains clubs est exigeant, et que, bah, si t'es pas conditionné pour être un bon joueur tout le temps, tout le temps, tout le temps, à tout moment de ta carrière, que ce soit, quand tu es remplaçant, quand tu es sur le banc, quand tu es, à l'échauffement, à l'entraînement, et cetera, et ben, tu peux le payer à un moment ou à un autre, et je pense que c'est alors Tanguy Ndombele l'a payé parce que
Bah, pareil, d'autant Simon. plus qu'il y a le style qui va avec, le style un Voilà. peu relâché, quoi. Mais peut-être que en fait, cette frasque-là a compté dans la carrière, enfin, c'est sûr même, a compté dans la carrière de Chris Mavinga et a compté aussi dans la carrière de Wissam Ben Yedder sur des aspects différents. Mais Mais peut-être là-dessus, que je pense Ben qu'il faut Yedder, il pas va au minimiser mondial ça. 2014, hein. Enfin, il y a des chances, hein. C'est Loïc Rémy qui va à sa place alors qu'il est pas performant en Angleterre, donc il y a peut-être de ça. Ouais. Loïc Rémy était assez proche de Didier Deschamps, je crois, et Oui, bah, ancien Marseillais était et il l'a plutôt un eu bon comme joueur aussi. coach, Voilà. ouais. Mais Et bon, puis c'est un c'était, exemple, tu vois? En voilà. Oui, oui, bien sûr, 2014, bien sûr. peut-être que s'il change de club, en 2013 et qu'il est hyper performant avec, Ouais, ouais, l'FC bien sûr, Séville bien ou sûr. Dortmund, Je suis d'accord voilà, avec toi. ça tout en découle de là. Je suis d'accord avec toi. Dernier joueur, Ouais. Yann M'Vila, peut-être le plus gros what if de cet épisode. Alors, tu l'as pas trop connu, toi, Yann M'Vila, étant donné que t'es Bon, un si un petit peu. peu, moi je l'ai vu en équipe de t'as France le- surtout. Moi, enfin, moi je l'ai connu. Moi, j'ai commencé à suivre le foot en 2006, hein, donc M'Vila, c'est quand même à peu près à ce moment-là. Mais Oui, effectivement, l'accès au c'est un match peu plus tard. Ouais. du Stade Rennais était peut-être limité dans ma maison. Donc oui, on n'a peut-être pas vu énormément jouer M'Vila, mais en Non, mais équipe de France, j'avais raté un match, quoi. voilà, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que Yann M'Vila, à l'époque où il arrive, il débarque en équipe de France juste après Naïsna. En fait, il fait Mm. partie de l'équipe que En Norvège, non? en 2010. Norvège, ouais, où justement Laurent Blanc sélectionne uniquement des joueurs qui n'ont pas participé à Naïsna. Alou Yann Diarra. M'Vila, j'ai envie, je crois, hein, j'ai pas envie de le connaître, mais je crois que M'Vila est là à cette époque et qu'il est, en tout cas, il s'impose très rapidement dans l'équipe de. Non, non, il est là. Il fait le match en il- Norvège avec Alou Diarra à côté, je pense. D'accord, voilà. Alou Diarra ou ah non, parce qu'Abou Diaby était en équipe, était à Ouais, Naïsna. à Nice. Mais rapidement, en fait, va s'installer dès les premiers matchs de Laurent Blanc la doublette Diaby M'Vila qui va faire un carton. Mais on se rend pas compte à quel point Yann M'Vila est à un niveau stratosphérique pour un gamin à cette époque-là. Il a un espèce de rôle de régulateur dans le tempo du jeu, etc. Il sait exactement comment gérer. Et c'est vraiment est présenté comme un immense espoir parce que il est vraiment, vraiment, vraiment excellent sur sa première année et demie avec Laurent Blanc. Rapidement, alors je dis rapidement, il y a quand même, il a quand même 22 sélections pendant cette période-là en équipe de France, dont 19 en tant que titulaire. Donc c'est dire à quel point c'était un joueur, un rouage essentiel du système de Laurent Blanc. Capitaine à Rapidement, il Rennes va aussi en même temps. capitaine à Rennes, ouais, il va devenir Ouais, assez rapidement capitaine à Rennes. 2011. Mais il va y avoir ce premier couac, notamment à l'Euro. Il y a une année 2012 qui commence à être un petit peu plus compliquée sur le plan du jeu, où il y a un espèce de petit déclin, ce qui est aussi normal pour un gamin propulsé aussi vite en tant que professionnel. Mais il y a un premier couac à l'Euro où justement il va sortir pendant le quart de finale contre l'Espagne, il va refuser de serrer la main, ce qui va faire un tollé. Vous savez, à l'époque, on est vraiment à la recherche de la moindre petite faute. Nasri va prendre une cartouche énorme parce qu'il insulte le journaliste. Menez va prendre une cartouche aussi parce que il est pas très concerné, je crois, professionnellement. Oui, bon, là, c'est un Et délit voilà. de sale gueule aussi, hein, là-dessus. Ouais, ouais, oui. Bon, après, il a pas été toujours tout Non, blanc non non, plus, mais mais voilà. Et en fait, la presse va déjà tomber sur M'Vila en disant, voilà, il a refusé de serrer la main de son entraîneur. Il y avait eu en plus quelque ça une affaire de vol de montre par une prostituée de Yann M'Vila, donc voilà, c'était les la premiers grande trucs qui équipe commencent. de France, hein, ça. Voilà. En fait, il y a plusieurs éléments qui vont commencer enfin, qui vont faire que Yann M'Vila va un petit peu décliner sportivement. Et au moment où en fait Deschamps revient, il va pas le sélectionner et c'est pour ça qu'il redescend en espoir. Ouais, complètement. Et je pense que, bon, t'en as parlé, c'est l'un des grands espoirs. Évidemment, il se met rapidement en compétition avec Cabaye, aussi, qui est très performant avec Lille, et puis Newcastle. Mais en gros, ça devait être le futur de l'équipe de France. Bon, Abou Dhabi, évidemment, le futur de pas grand-chose parce que régulièrement blessé, mais le seul qu'on pouvait vraiment compter sur lui, c'était M'Vila. Il fait partie de cette aventure en Ukraine avec Marvin Martin. C'est un régulier, quoi. C'est un grand nom de l'équipe de France. Et enfin, un grand nom. C'est l'un des plus jeunes, mais l'un des premiers sur la liste avec Lolo White. Donc, je pense que c'est un joueur qui est voué à devenir un cadre, notamment parce que capitaine à Rennes, capitaine chez les jeunes aussi. Mais, bah, donc, il redescend en 2012 et il est considéré, alors comme tu as dit en début d'émission, mais probablement délit de sale gueule, mais considéré comme l'instigateur de cette soirée et c'est lui qui se prend tout dans la gueule, quoi.
Et bah, pour le coup, moi, je pense que c'est, bah, pour le coup, le joueur sur lequel ça a eu le plus d'impact dans sa carrière. À ce moment-là, alors même s'il commence à décliner un petit peu sportivement, il y a l'été 2012 des rumeurs qu'il envoie vers Manchester City. Et on arrive justement au mercato hivernal et il y a une offre. Alors, c'est pas Manchester City, c'est les Queen's Park Rangers qui sont à une C'est époque pas pareil. un peu montante. Oui, mais c'est une équipe un peu montante et tu vois, je pense qu'il arrive au bout d'un truc à Rennes et il a besoin de rebondir quelque part et aller en première ligue lui offrerait éventuellement cette visibilité Et de pour se cacher des éventuellement médias français, enfin aussi, je pense, de se du coup. cacher des médias français. Alors moins qu'en Russie peut-être, mais en tout cas d'avoir tu vois, un second souffle dans sa carrière et tenter une nouvelle aventure et puis éventuellement lui permettre après d'aller chercher un petit peu plus haut. Sauf que Rennes décide de le vendre au Rubin Kazan puisque l'offre est meilleure. La Russie à l'époque a énormément d'argent à dépenser et donc il part là-bas. L'adaptation va être extrêmement compliquée dû au fait que en plus de ce déclin sportif, bah il y a tout ce tollé médiatique autour de lui. Parce qu'il est vraiment présenté, hein, je le rappelle, hein, Griezmann n'est absolument pas accusé là-dessus, Ben Yedder est pas forcément connu à l'époque, Chris Mavinga est un joueur un petit peu moyen entre guillemets, et Mbaye Niang a peut-être le bénéfice d'être beaucoup plus jeune et peut-être plus pardonné là-dessus, alors qu'M Villa est déjà un joueur confirmé à l'époque, C'est le je seul l'ai qui est dit, joué en A, quoi. voilà, 22 sélections, et donc il est vraiment présenté comme le bouc émissaire. Donc c'est vraiment le mec qui prend le plus dans la Ouais. gueule sur cette C'est le départ-là. Sidney Govou de Naïsna, c'est enfin le Ouais, Patrice c'est Evra plus même. ouais, Jérémy Toulalan, ouais, exactement. C'est le mec qui va prendre en fait, c'est le mec qui va tout prendre et bah, évidemment l'adaptation en Russie quand tu arrives dans un pays où il fait froid, où tu es tout seul, etc. bah va être compliqué. Il est annoncé comme un Et malfrat hein, par la presse politique. Hein. C'est ouais, ouais, un malfrat, et, c'est dur quand même. Hein. ouais, ouais, et voilà. Et du coup, il va jamais réussir à retrouver son niveau. Il va y avoir un prêt à l'Inter où il va pas jouer parce qu'il se blesse. Il va y avoir un prêt à Sunderland, voilà. Contexte compliqué. Il fait Olympiakos et aujourd'hui il est à West Brom, mais il a pas joué plus de 9 minutes. Ouais, 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 non, mais ça, c'est. Voilà. Mais surtout, il a donné une interview l'année dernière à Libération, dans lequel il dit bah, avoir traversé une énorme phase de dépression, en fait. Alors, Quand, il joue quand tu joues à Saint-Etienne, c'est normal, je comprends, mais alors, ça, c'est normal, oui, bien sûr. Mais pour le coup, il disait que sa dépression avait plutôt commencé au Rubin Kazan. Alors, il dit à partir de 2016, mais je pense que, évidemment, il subit un petit peu les conséquences aussi de tous ces événements-là qui ont eu lieu un peu plus tôt dans sa carrière. Et il a même déclaré la carrière qui m'attendait s'est arrêtée à 22 ans. Donc tu vois, ça c'est dur. Hein. correspond à cette période-là et c'est horrible parce que c'est un joueur qu'on a eu très envie d'aimer et qu'on aurait probablement aimé voir beaucoup plus haut et voir beaucoup plus régulièrement en équipe de France. Et malheureusement, alors il a une part de responsabilité là-dedans aussi. Hein, il faut pas le nier, mais je pense que il faut aussi se rendre compte de l'impact médiatique qu'il y a eu et de l'impact médiatique, je veux dire dans ce sens-là où en gros il a pris plus cher que les autres Bah, il prend 2 ans, c'est ça uniquement. hein ouais, un peu plus. Oui, déjà il prend 200 sur la sanction alors qu'il se voulait exemplaire, mais qui en fait qui vient enterrer encore plus le joueur en fait. C'est-à-dire que tu le mets vraiment sur un échafaud quoi, le mec. Tu annonces la fin de sa carrière avant l'heure quoi. Surtout que bah du coup je vais prendre le what if de s'il n'est pas au moins le tollé médiatique en plus de la soirée, la compétition en A, en tout cas s'il peut revenir, tu vois, je pense que la sanction en espoir, s'il se qualifie, ça va tranquille, tu vois, il revient au mois de janvier 2014, 2013 ou un peu plus tard et il fera Ah ouais, les je pense que qualifs. la sanction n'existe pas si l'équipe de France se qualifie. Non, mais dans le sens où il est envoyé chez les espoirs parce que le truc avec Laurent Blanc, mais entre guillemets, le Deschamps l'aurait resélectionné un mois en autre dans les mois qui Ah oui, suivent. peut-être, oui. Peut-être, oui. Et que du coup la compétition pour le mondial 2014, bon bah il y a un Pogba, Cabaye, Matuidi au milieu de terrain, ça je pense que ça n'aura pas trop bougé. Cela dit, la concurrence c'est Mavouba et Schneiderlin. Je pense qu'il a sa place au milieu de terrain pour le mondial 2014 et qu'il devient un cadre progressivement. Il prend la place de Cabaye. Ça me fait penser que Florian Lisca est le seul personne en France à avoir acheté un maillot Morgan Schneiderlin à la Coupe du Monde 2014. Voilà. Je tiens à le rappeler pour notre communauté, pour situer un peu qui est la personne de Florian Lisca. Voilà. Il était fan de sa femme peut-être Je sais pas. Je ne m'engagerai pas sur ce genre de propos. Mais bon, faut quand même avoir le culot pour avoir un maillot de Morgan Schneider. Est-ce que tu avais d'autres choses que tu voulais mentionner, Tom, avant de clôturer cette émission?
Et par contre, du coup, le dernier, enfin pas what if, mais voilà, la continuité chez les espoirs, quand tu vois l'incident, alors ça on aurait pu en parler aussi, c'est l'incident de Kurzawa à la qualif pour l'Euro U21 de 2015. Il y a Kurzawa Gate, clairement, c'est la grosse célébration militaire devant les Suédois. Est-ce qu'il y a un contexte autour des espoirs où on leur fait pas confiance et on se retrouve avec une sorte de groupe pas terrible. Bon, une petite Tito et Areola, entre guillemets, ils ont eu des bonnes carrières derrière en équipe de France au moins, mais Kurzawa et Kondogbia, qui ont tous les deux grandement participé à cette sortie un peu compliquée avec le geste militaire et l'humiliation entre guillemets au retour contre la Suède. Est-ce qu'il n'y a pas un problème systémique de la couverture médiatique des espoirs qui a continué peut-être encore jusqu'à avant Thierry Henry et qui, on espère, s'améliorera cette année? Moi, au-delà des espoirs, je pense que cet événement a permis d'instaurer une espèce de nouvelle rigueur qui manquait à cette époque-là en équipe de France et dans la fédération de manière générale. On l'a dit, alors c'est Villa qui a pris, mais la fédération avait communiqué sur des sanctions exemplaires. En gros, il fallait que ça ne se reproduise plus jamais, etc. Et les sanctions sont assez lourdes en vrai pour ce type de trucs. Alors évidemment, c'était pas très malin de partir Non, mais est-ce avec que s'il n'y a pas 3 joueurs. l'élimination, on s'en fout, tu vois? Ouais, tu vois, s'il y a pas élimination, je pense que les sanctions sont pas les mêmes, je suis d'accord avec toi. Mais en tout cas, les sanctions sont présentées comme exemplaires et en fait, je pense qu'il va y avoir dans la continuité de ça, notamment pendant tout le règne de Deschamps, des joueurs qui vont être sanctionnés. Alors pas officiellement, Ouais, mais qui sont pas mais en fait, resélectionnés, quoi. voilà, une espèce de rigueur qui est instaurée par rapport à l'exemplarité en équipe de France. Je pense typiquement à Adrien Rabiot après sa déclaration en 2018 quand il est pas sélectionné où il est absent des listes pendant quasiment 2 ou 3 ans. Je pense à Giroud qui avait eu quelques déclarations après l'Euro aussi où il Sur n'avait pas Benzema, été ouais. sélectionné, voilà. Je pense à évidemment Valbuena, Benzema où à partir du moment où il y a eu cette affaire, les deux n'ont plus jamais été sélectionnés. Voilà, il y a eu une espèce de continuité et de rigueur qui a été imposée, qui est typique de Deschamps. Alors évidemment, il y a un certain pragmatisme aussi puisqu'il sait les rappeler après. Mais voilà, il y a eu plusieurs personnes comme ça où en fait typiquement si tu manquais un petit peu de rigueur ou si tu dérapais, bah voilà, t'étais sanctionné pendant tel nombre d'années. Et même dans Deschamps la a vie, toujours hein. été... Enfin, Ben Yedder, on le revoit plus à cause de son attaque en justice récente, tu vois? Oui, alors après il y a un contexte aussi, mais bon voilà. Oui, mais dans Voilà. le truc de, faut être exemplaire en dehors du terrain et en équipe de France comme en club, donc Voilà. Si évidemment le gouvernement pouvait s'en inspirer, ça ferait pas de mal. Je je la rappelle voyais venir. 40 mises en examen hein, dans le gouvernement depuis le début de Macron. Voilà, c'est là-dessus qu'on va clôturer cet épisode. Merci Tom pour cet épisode. Bon, un épisode qui n'a pas énormément d'impact. Hein, on va être clair, c'est plus des M'Vila impacts surtout, je pense. sur des carrières. Voilà, le gros what if tourne évidemment autour d'Mvila. Qu'est-ce qu'il aurait pu devenir sans cette frasque. Mais voilà, moi j'ai trouvé ça cool de pouvoir se replonger un petit peu dans cet Bah nous, épisode. on a fait avec Flo, on a fait Domenech, et là, on trouvait qu'il y avait plus d'impact, effectivement, dans les années qui suivent, mais entre guillemets, le renouveau de l'équipe de France était à peu près enclenché déjà avec Didier Deschamps, et que ces 5 joueurs-là, bon, bah, du coup, ont eu la carrière, entre guillemets, qu'ils méritaient. C'est-à-dire que ceux qui étaient investis, comme Griezmann et Ben Yedder, ont eu la carrière qu'ils méritaient. Peut-être moins en équipe de France pour Ben Yedder, mais Grisou, voilà, on a oublié. Et les autres, bah, ils n'ont pas eu la carrière parce qu'ils n'étaient pas investis. Donc, c'est pas la soirée qui a changé grand-chose, mais c'est un incident assez notable. Plus, effectivement, pour d'un élément que tu as remonté sur la rigueur et les sanctions qu'on peut mettre en équipe de France. Et évidemment, personne ne fera d'analyse médiatique en fonction de la couleur de peau de chacun de ces joueurs-là, qui ont Non, peut-être du eu des tout. traitements de faveur un petit peu différents en fonction de leur couleur de peau. Voilà, je pose ça là, les gens Bon, bah, c'est l'époque aussi, hein. constateront par eux-mêmes. Post-Naïsna, c'était quelque chose aussi, hein. Ça, c'est sûr que là-dessus, et je la pense popularité de que, l'équipe de France, elle a changé, hein. et d'ailleurs, peut-être qu'on l'a pas évoqué là-dessus, mais peut-être qu'il y a eu une sorte de relan de racisme médiatique autour de Yann M'Vila. Voilà, c'est peut-être ça qu'on voulait aussi évoquer aussi. Merci Tom, en tout cas, pour cet épisode. J'espère que vous avez kiffé vous replonger dans cette époque un petit peu sombre de l'équipe de France. Évidemment, restez connectés sur 11e art, plein de nouveaux épisodes reviennent dès la semaine prochaine. Alors n'oubliez pas les lives dimanche, on organise un live pour faire gagner le bouquin de Jean-Baptiste Guégan, Révolution Mbappé. Il y aura un petit quiz qui sera organisé, le vainqueur du quiz sera
l'heureux élu l'heureux vainqueur de ce bouquin-là. Donc voilà, n'hésitez pas, dimanche soir 21h sur notre compte Twitch pour gagner Révolution Mbappé. Et sinon, on se retrouve mardi pour un nouveau épisode du Comex, mercredi pour un nouveau format court. Et d'ici là, pensez à vous abonner, à liker et à repartager. Merci à tous. Ciao, ciao, bye.